Bon alors, Laval, capitale de la Mayenne. Enfin, puis on n'est même pas à Laval, on est à Changé. Je parle d'un cadeau. Et en plus, c'est pour parler sommeil. Tout le monde va dormir au bout d'un quart d'heure. C'est super, ça fait plaisir. Bon, de toute façon, une fois que ça aura démarré, ça sera bien. Tu vas être accueilli comme d'habitude, avec des applaudissements et des cris hystériques. Allez, tu sais que les gens t'adorent. Fais comme si tu étais content. Bonsoir! Ah, ça me fait plaisir. Je sais. Alors, j'ai entendu les applaudissements, pas les cris hystériques. J'adore cette région. Vraiment. Eh bien, je suis très content de vous voir. D'abord, parce que j'ai comme l'impression que c'est une petite réussite, hein, cette soirée. Cette soirée qui fait partie d'un Tour de France. Vous l'avez vu, vous avez vu des extraits de ce qui se passe un petit peu dans toutes les villes de France, où c'est toujours assez extraordinaire, l'ambiance qu'il y a avec les questions que vous pourrez poser tout à l'heure. Et si on a voulu faire ce Tour de France, c'est pour prolonger un peu ce qu'on fait à la télé, avec Marina dans le magazine de la santé, que bien sûr vous regardez tous. Attendez, il faut qu'on soit bien d'accord. Hein. Le magazine de la santé que vous regardez. Oui. Voilà. Donc, cette émission que je présente avec Marina, et qui a le succès que vous connaissez, mais on est toujours un peu frustré quand on parle à la télé, parce que finalement, on s'adresse à des caméras. Même s'il y a 1 million de personnes derrière, ça reste des caméras. Et pouvoir vous voir comme ça, comme ce soir, voir qu'il y a des êtres humains qui regardent la télé, eh ben, c'est toujours très agréable. Et si on a voulu aussi faire ces conférences, c'est parce que on veut essayer d'apporter, peut-être pas la bonne parole, mais en tout cas d'apporter des renseignements importants pour votre vie quotidienne. Ce soir, on va parler du sommeil, on a traité d'autres sujets. Et puis, il faut aussi se dire que les spécialistes, et vous en aurez 2 avec moi ce soir, ne sont pas toujours faciles d'accès, que ce soit dans le sommeil, dans le cerveau, dans l'addiction, et que vous savez qu'il y a de plus en plus de Français qui renoncent à des soins pour des raisons financières. Et nous, on a impérativement voulu que cette soirée, que ce Tour de France soit gratuit. Vous n'avez rien payé, ou si vous avez payé quelque chose, il faut nous le dire tout de suite, parce que c'est qu'il y a un problème. Et vous savez que pour que les choses soient gratuites en France, nous avons bien évidemment besoin de parrains, on a besoin de sponsors. Et notre principal allié, ami, qui nous suit depuis le début de cette tournée, c'est la Mutuelle Générale. Et je vais tout de suite demander à Marianne de Sidrac, qui représente la Mutuelle Générale, de venir nous dire un petit mot d'accueil. On la remercie parce que sans nos sponsors, on ne serait pas là. Bonsoir, Marianne. Oui, il me faut des encouragements parce que moi, je ne fais pas de télé, donc c'est un peu difficile. Je vais essayer déjà de vous dire le message qu'on tient à vous faire passer ce soir. Donc, je suis accompagnée de Monsieur Pedenier, le président du comité de section de Mayenne, Monsieur Veugeois, le président régional, et Monsieur Mériel, le directeur de l'agence, qui se trouve, je vous le rappelle, à Laval, 14 rue des Ridelleries, et qui vous attend tous de pied ferme. Donc effectivement, depuis 2 ans, nous accompagnons Michel Simès et son équipe, le Club Santé Débat, dans toute la France, pour répondre à vos questions que vous posez sur votre santé. Et c'est le moyen pour nous de réaffirmer nos engagements, c'est-à-dire accompagner chacun de nos adhérents tout au long de sa vie, et bien évidemment les aider aussi à préserver leur santé. Voilà, donc c'est un événement important pour nous. Il y a une nouveauté cette année pour permettre au plus grand nombre de profiter de ces conférences. Nous les transmettons sur Internet. Elles sont accessibles par 2 sites, lamutuellegénérale.fr et le Club Santé Débat. Voilà, et donc vous pourrez revoir cette conférence et toutes les précédentes. On pourra les revoir et même les voir en direct, puisque, étant donné que nous refusons, alors là on a une très grande salle, avec 1000 personnes, on a refusé déjà du monde ce soir,
Mais effectivement, dans toutes les villes dans lesquelles on passe, on refuse des centaines de personnes qui ne peuvent pas rentrer, ce qui était frustrant pour tout le monde. Et donc maintenant, nous retransmettons en direct live maintenant cette conférence sur ces 2 sites pour que les gens qui n'ont pas pu rentrer puissent assister à cette conférence. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre aide. Alors, nous avons également d'autres partenaires qui nous soutiennent durant cette tournée. Je veux remercier notre partenaire Alain Afflelou, avec pas mal de ses représentants qui sont là ce soir. Et puis des partenaires médias, France Bleu Mayenne, qui nous accompagne, tout le réseau France Bleu nous accompagne durant tout ce Tour de France et relaie énormément l'information. Il y a eu une émission cet après-midi, il y avait des messages qui sont passés régulièrement, et également Ouest France qui nous a accompagnés pour cette conférence de ce soir. Et un petit mot, d'habitude, en tout cas on en est à peu près à la 15e conférence, partout où nous allons, nous sommes en partenariat avec les municipalités. Tout ce que vous avez vu là, c'est en accord avec les municipalités. On a en général le maire qui vient dire un petit mot, on nous donne une salle, il y a une campagne d'affichage, etc. Et alors, figurez-vous que ici, à Laval, on a fait comme avec les autres. C'est-à-dire qu'on a passé un petit coup de fil il y a quelques mois en disant voilà, on fait notre conférence, on vous propose de venir parler du sommeil dans votre ville. Pas de réponse. On a rappelé. Pas de réponse. On a écrit. Pas de réponse. Autrement dit, on a passé, je vous assurer, j'ai suivi le processus, on a essayé de joindre des gens à la mairie de Laval en leur disant on vient vous apporter, ils ne payent rien, hein, rien du tout, on arrive gratos, tout ça, il n'y a rien, il y a juste pour aider les gens qui habitent Laval. Personne, jusqu'à aujourd'hui, ne nous a répondu à Laval. Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant de la mairie de Laval, mais il faut reprendre un petit peu les bases de l'éducation qui consiste à dire non ou oui, ou on répond. Voilà. Donc ce soir, nous sommes dans la ville de Changé, où nous sommes très bien accueillis. Et si vous connaissez le maire de Laval ou quelqu'un qui s'occupe de la communication, demandez-leur de changer de boulot, parce que franchement, il y a un problème. On va donc parler ce soir du tiers de notre vie. En effet, si on passe quelques heures par nuit à se reposer, bout à bout, ces heures représentent un tiers du temps que nous passons sur la Terre et sur nos pieds. Alors, en plus, on a perdu 1 heure de sommeil en 50 ans, on en parlera tout à l'heure. Autant dire qu'il est préférable que ce temps qu'on passe à dormir soit réparateur et soit pas du temps perdu, même si on rêve. Les rêves, ce n'est pas du temps perdu. Tiens, j'ai même un chiffre. 128 000 rêves ou cauchemars dans une vie. 128 000. Et on ne se souvient de rien. C'est catastrophique. Hein, nos premiers rêves un peu olé olé quand on est adolescent. Mais c'est tout. Et on va regarder une enquête de l'INPES, c'est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Et on s'aperçoit que 25% des adultes de 25 à 45 ans ne se sentent pas reposés quand ils se réveillent le matin. Il y en a 17% qu'on considère en dette de sommeil, on définira ça tout à l'heure, et 22% des Français sont insomniaques. Alors l'idée ce soir, c'est de vous aider à mieux comprendre pourquoi certains d'entre vous dorment mal, et puis surtout, on va essayer de vous apporter des solutions, et vous verrez d'autres solutions que l'utilisation et la consommation de somnifères dont nous savons que nous sommes les champions du monde. Alors, je ne vais pas être tout seul ce soir, bien évidemment, et je vais demander à mes 2 spécialistes de bien vouloir me rejoindre, le docteur Michel Desjobert et le docteur Arnaud Prigent, qui vont venir sous vos applaudissements. Le docteur Desjobert, pneumologue, médecin du sommeil, qui est le 2e là-bas, et au centre hospitalier de Laval, et le docteur Arnaud Prigent, ici pneumologue, responsable du centre du sommeil à la polyclinique Saint-Laurent de Rennes. Alors, le corps humain, c'est comme une voiture. Avant de la réparer et de voir pourquoi elle est tombée en panne, il faut déjà voir comment fonctionne le moteur. Et pour savoir pourquoi on dort mal, il faut aussi
comprendre comment on pourrait dormir normalement. Et il y a l'auteur d'un vieux bouquin de médecine, vous n'avez pas dû le lire, vous êtes trop jeune. Je suis sympa, je commence toujours par me mettre bien avec les gens. Vous avez un micro là, ouais. On s'est longuement interrogé sur les causes du sommeil. La principale, c'est l'envie de dormir. Alors, pourquoi on dort finalement? On dort pour se réparer. Non, ça marche normalement. Si... Ça marche. Non? Non, mais ça, j'ai des stagiaires à la technique. Allô, allô. Voilà, c'est bien, ils ont trouvé le bon bouton. Bravo. Voilà, ça fait... Tu me refais plus ça, Vincent, ok? C'est pas toi qui t'occupes, c'est un... Ah, c'est le monsieur qui est là, je le connais pas. Lui, vous me refaites plus ça parce que sinon, vous passez à la comptabilité, d'accord? Mais... Ouais, je vous en prie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil... Pardon, ça marche plus. C'est le maire de Laval qui vous emploie ou pas? Parce que non, attendez. Si vous voulez me saboter la soirée, vous me le dites toujours, hein, tout de suite. On va réessayer. 1, 2, 1, 2. Je crois que je pourrais plus venir passer un week-end à Laval. En tout cas, ça c'est. Je viendrai à changer. Il paraît que c'est très bien. Alors, le sommeil, c'est absolument pas du temps perdu. Le sommeil, c'est d'abord un temps qui est nécessaire pour des sécrétions hormonales. Je pense qu'on va y en parler, ouais. Mais c'est un temps de réparation cellulaire, de régénération. C'est en fait un temps qui permet de fixer tout ce qu'on a appris dans la journée précédente et de préparer la journée du lendemain. D'accord. Alors, on va tout de suite voir une petite vidéo sur la mécanique du sommeil. Regardez. Nous passons le tiers de notre vie à dormir. Que se passe-t-il dans notre corps pendant notre sommeil? Lorsqu'on s'endort, nous entrons dans la phase de sommeil léger. La plupart de nos muscles se détendent, la respiration est bien sûr maintenue grâce aux muscles du diaphragme, en rose. Il fait fonctionner les poumons, en marron. Le cœur bat toujours régulièrement, mais plus doucement que lorsque nous sommes réveillés. Les vaisseaux superficiels se dilatent et la température du corps diminue. Elle passe de 37,5 à 36,5. Nous passons ensuite à la phase du sommeil profond. L'hypothalamus ordonne à la thyroïde de produire des hormones de croissance. La croissance des enfants se fait donc la nuit et chez les adultes, ces hormones servent à réparer les cellules abîmées. Le cerveau ordonne aussi aux intestins de produire la gréline et la leptine, les billes jaunes et vertes que vous voyez. Ce sont les substances qui régulent notre appétit. Le foie, le cerveau et les muscles font des réserves de sucre et dans le sang, le taux de glucides, lipides et protéines augmente. La phase de sommeil paradoxal vient après ce sommeil profond récupérateur. Le cerveau va beaucoup travailler. C'est le moment où il fixe nos souvenirs, ce que l'on a appris la veille. C'est aussi la phase des rêves. On extrait alors de notre mémoire des images, des sons qui sont agencés en rêve. Cette activité reste virtuelle, bien sûr, car nos muscles ne reçoivent aucun ordre du cerveau. Seuls les muscles des yeux continuent de fonctionner, ainsi que ceux de l'oreille interne. Vous voyez ici le tympan, les osselets et la cochlée en pleine activité. Un cycle de sommeil s'achève avec la fin du sommeil paradoxal. Le cerveau reprend le contrôle des membres. On bouge souvent au début de cette phase. On se retourne dans notre lit. Il s'agit en fait de micro-éveils dont on ne se souviendra pas. Et nous repartons dans un nouveau cycle de sommeil. Chaque nuit, 3 à 5 cycles de 90 minutes se succèdent. Tout ce qu'on a décrit là, on peut imaginer qu'on pourrait très bien le vivre le jour. Pourquoi on dort la nuit finalement et pas le jour? Parce qu'on a une horloge interne qui nous permet... Montez un peu le micro. On a une horloge interne qui nous permet de déclencher le sommeil. Donc chaque individu a sa propre heure d'endormissement. Il y a des gens du soir, il y a des gens du matin. Et il y a les petits et les gros dormeurs. D'accord. Et alors on disait, enfin les historiens pensent que si on a fini par plus dormir la nuit, c'est parce qu'il y avait moins de prédateurs. À l'époque, on vivait dans les grottes et que finalement, pour dormir correctement, il faut plutôt être en sécurité et que c'était une des raisons pour lesquelles on avait plutôt tendance à dormir la nuit. Ça, c'est des choses... Vous avez connu personne à l'époque des grottes qui peut confirmer ça? Non. Vous n'avez pas, non, vous n'avez pas vu ça. D'accord. Et c'est pas par rapport à votre âge. Hein. Je veux dire, c'est par rapport, c'est pas. Par contre, si on parle des grottes, on a fait des expériences. Montez un peu le micro sur le micro. On a fait des expériences en grotte
Et on a vu que l'horloge interne fait plus que 24 heures. Ouais. Et la lumière et le rythme social permettent de resynchroniser Alors on va en parler de l'horloge interne, justement, cette fameuse horloge biologique qui nous permet d'avoir... alors ça, ce sont les neuromédiateurs dont on a parlé, mais on en reparlera plus tard. L'horloge biologique, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un rythme circadien. Alors circadien, ça vient c'est du grec, circadiem, ou du latin, qui veut dire environ un jour. Et vous voyez qu'on a une véritable régulation de l'organisme. Et docteur Prigent, c'est ça qui fait que, on le voit, hein, on a faim, la température va baisser. Important, cette baisse de température du corps aussi. Cette température corporelle est le reflet de notre rythme interne. C'est pour cela qu'on voit sur une courbe de température sur 24 heures, on voit que pour s'endormir, notre température corporelle baisse et elle permet l'endormissement. Et la température corporelle remonte légèrement le matin et permet le réveil. Et si on regarde une courbe de température, on verra qu'il y a un léger accident après 14 heures, ce qui facilite l'endormissement après le repas du midi. D'accord. Alors, il y a plein d'idées reçues sur le sommeil. Peut-être qu'à chaque fois qu'on va évoquer certaines choses, on va pouvoir leur tordre le cou. Parmi les erreurs que font certaines personnes qui ont du mal à trouver le sommeil, c'est celle de prendre un bain chaud. Le soir, en se couchant, en se disant on va être abruti. Alors c'est vrai que quand on prend un bain très chaud et qu'on sort du bain, on est un peu abruti. Sauf qu'on fait monter la température du corps. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Tout à fait. Il faut, dans une chambre, il faut une température de 16 degrés. 16 degrés dans la chambre? Oui. Ah, c'est pour se mettre sous la couette à deux et bien voilà. serré parce que 16 degrés. Vous dormez avec 16 degrés? Ouais, 16 degrés. C'est peu. Moi, on m'avait dit, j'ai négocié 18, 19. 16 degrés. Ah ouais. Mais c'est frais. Mais vous vous levez le matin, vous êtes gelé complet, non? Oh, non, non. C'est 16 degrés aussi, vous recommandez, vous? Bon, il faut une pièce fraîche. Hein, c'est sûr. Classiquement, la chambre avec la couette de grand-mère, ça c'est très bien. Par contre, si la pièce est fraîche et qu'on reste très longtemps sous la couette avant de s'endormir, eh bien là, l'endormissement est plus difficile. C'est pour ça qu'on conseille, on le reverra certainement après, dans les règles d'hygiène de sommeil, eh bien d'aller se coucher quand on a envie de s'endormir à une heure qui est régulière, à une heure où habituellement on s'endort. Mais ce que vous dites fait que, par exemple, il ne faut pas, là on va regarder tout à l'heure ce que ça fait, la télé, ça excite un petit peu la rétine et les neuromédiateurs, mais ça veut dire que se coucher sans avoir très sommeil et puis se mettre à lire sous la couette, ça fait monter notre température corporelle et que ce n'est pas une bonne idée? Ou alors il faut dormir, il faut lire, mais avec la couette par terre? Ça veut dire qu'il ne faut pas rester une heure à chauffer la couette avant de s'endormir, ça certainement. La température corporelle, elle doit descendre pour permettre l'endormissement. Donc effectivement, le bain chaud, ça ne permet pas l'endormissement. De la même façon qu'il a été dit, enfin c'est dans la connaissance populaire, que de faire du sport le soir, ça retarde l'endormissement. Ça fait monter la température. Parce que ça fait monter la température. Et là, tout le monde se pose la question, bien évidemment. De l'activité. Il va lui dire ou il va pas lui dire? Il va lui dire, c'est pas possible, il est malade ce mec. Alors, le sport, puisque nous en parlons. Alors, il faut en parler du sport. Le sport, en fait, c'était on a dit ça élève la température corporelle, c'est vrai. Mais en fait, ce qui apparaît, c'est que si ça retarde l'endormissement, ce n'est que de quelques minutes, mais qu'ensuite on dort mieux. Donc, vous parlez du sexe? Ça peut l'être, par exemple, mais... Parce que faire l'amour, ça augmente la température corporelle, enfin, chez moi. Oui, tout à fait. Alors, chez ma femme aussi, mais enfin, bon, on n'en parlera pas. Ça facilite pas l'endormissement, mais souvent, c'est relaxant, quand même. Ah bah alors ça... messieurs, non, faire l'amour, ça facilite l'endormissement chez l'homme, mais pas chez la femme. Ça peut. Non, mais c'est vrai ou pas? Les femmes, elles sont à fond la caisse, et les mecs... C'est vrai, on est un peu assommé après l'amour. C'est dû à quoi d'ailleurs ça? S'il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, vous me le dites. Hein, c'est le relâchement musculaire après
Mettez le micro C'est bien le dans le... relâchement musculaire après l'acte. Mais ça veut dire quoi que le relâchement, il est masculin et pas féminin? Alors là, L'homme se relâche. Enfin, j'inviterai un sexologue la prochaine fois. Alors, simplement, je voudrais préciser sur la température, puisqu'on en a parlé. mettez-le bien En contre le menton. conduite automobile, la période de 3h et 5h du matin est une période dangereuse, puisque c'est à ce moment-là qu'on a le moment où la période la température corporelle est la plus basse, et là, la vigilance est diminuée, et un certain nombre d'accidents solitaires se produisent à cette heure-là, parce qu'on est au minimum de la température corporelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre le chauffage dans la voiture? C'est plus les jeunes qui sont sensibles à ce mécanisme-là. Et il faut mettre le chauffage dans la voiture à 3h ou 5h du matin? Il faut mettre du bruit, la radio à fond. Il y a probablement aussi un stimulus qui doit intervenir, c'est la coupure brutale. Ils sont dans un espace de lumière et puis ils passent dans la pénombre. Et là, la vigilance diminue également. Alors, il faut... Mais, non, posez-le contre le menton. Oui. Je dirais... posez-le complètement. Regardez, là. Il y a brutalement... Tapez-vous sur le menton. Oui, ça y est, c'est bon. Donc, je dirais qu'il y a un autre stimulus qui fait que la vigilance diminue, c'est qu'on passe brutalement d'une période lumineuse à une période d'obscurité et que là, la vigilance baisse. Alors, on a parlé des cycles du sommeil, mais je voudrais qu'on parle, vous avez les cycles dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ils sont importants ces cycles parce que finalement, on va parler de l'insomnie aujourd'hui bien sûr, mais on peut avoir des problèmes, des troubles du sommeil qui touchent chacune de ces 4 phases et qui, bien évidemment, ne nécessitent pas la même prise en charge. Tout à fait. D'ailleurs, souvent, c'est une façon... on peut diagnostiquer un trouble du sommeil en fonction de l'heure de survenue après l'heure d'endormissement, en sachant que si c'est 80 minutes après l'endormissement, ce sera plutôt un trouble du sommeil paradoxal ou un peu plus tôt un trouble du sommeil lent profond. Alors, en même temps, quand on va chez le médecin généraliste et qu'on lui dit « j'ai du mal à dormir », alors j'ai du mal à m'endormir ou je me réveille au milieu de la nuit ou je me réveille trop tôt le matin, est-ce que les généralistes aujourd'hui vont donner, comme on l'imagine, un somnifère plutôt standard parce qu'on dit que finalement on a les troubles du sommeil, ou est-ce qu'ils vont essayer de savoir si c'est le début de la nuit, la fin de la nuit, si c'est au milieu de la nuit? Dans les patients que vous recevez, parce que vous recevez forcément des gens qui finalement veulent se sortir des somnifères ou de ce cercle vicieux. Actuellement, nous avons surtout l'habitude de faire un questionnaire. Pardon. Vous allez vous faire lyncher. Hein. Moi, oui, je vais me faire lyncher. Au début, je peux vous aider. Après, il y a un moment, je ne peux plus. Il y a 1000 personnes. Je dirais que nous, on a l'habitude de travailler avec un questionnaire standard d'enquête sur les troubles du sommeil. Et déjà, avec ça, on fait un screening. Enfin, on débrouille un peu le type de pathologie. On l'oriente soit vers une exploration, soit vers une thérapie, une consultation. Ouais. D'accord. Mais ça ne répond pas à ma question sur les généralistes. Alors, les généralistes, c'est compliqué d'aller faire ce que vous appelez questionnaire, screening, il faut passer beaucoup de temps. Alors, est-ce que finalement, il n'y a pas plein de gens qui prennent des somnifères aujourd'hui, ils prennent tous le même somnifère alors qu'il n'y en a aucun qui a le même trouble du sommeil? C'est vrai. Et c'est pour ça que quelqu'un qui présente un trouble du sommeil, avant de donner un traitement, il faut avoir un diagnostic. Et ça me paraît essentiel parce que quelqu'un qui a une insomnie due à une dépression, il faudra lui donner un traitement antidépresseur, peut-être un traitement anxiolytique, mais celui qui a un trouble anxieux, ça peut se traiter simplement avec, par exemple, des thérapies cognitivo-comportementales, des séances de relaxation, et ce n'est pas du tout la solution médicamenteuse qu'il faut privilégier. Donc, avant, certes, donner un somnifère à tout le monde peut, en apparence et de façon rapide, traiter le problème, mais si on veut le traiter de façon pérenne, il faut faire un diagnostic sur quel est le trouble du sommeil avant de donner un somnifère. Alors, quels sont les besoins de sommeil? Alors, on n'a pas tous besoin, on a parlé de gros et de petits dormeurs. Regardez la durée de sommeil moyenne des Français qui se situe à peu près autour de 7 heures en semaine et de 8 heures, un peu plus de 8h10 le week-end. Alors, il y a bien sûr
des variations des besoins de sommeil en fonction de l'âge. Vous savez très bien que les bébés ont besoin de beaucoup de sommeil et que plus on vieillit, plus, vous le voyez, la qualité, la profondeur du sommeil vont régresser. C'est-à-dire qu'on a vraiment moins de facilité à s'endormir et puis les nuits sont beaucoup plus courtes. Alors, il y a des gros et des petits dormeurs, docteur Desjobert. C'est dû à quoi? C'est génétique? Oui, c'est tout à fait. On est programmé comme ça. Donc est-ce qu'on est programmé parce que si nos parents sont de gros dormeurs, on sera gros dormeurs? Pas obligatoirement. C'est une orientation génétique. Il y a, par exemple, vous avez des hommes politiques, des entrepreneurs qui sont des petits dormeurs qui dorment 4-5 heures. Et est-ce qu'ils ne sont pas chefs d'entreprise parce qu'ils sont petits dormeurs et qu'ils ont pu bosser plus que les autres? C'est possible. C'est ça aussi. Oui. Même si leur boulot exige effectivement un gros travail. On a parlé du gène Margaret Thatcher. C'est quoi? Vous connaissez? Oui, alors c'est parce que c'était un gène qui serait parmi les personnes qui ont très peu besoin de sommeil. Alors, en réalité, il faut savoir, parce qu'en consultation, on voit beaucoup de gens qui nous disent toujours « Oui, mais moi, j'ai besoin de 4-5 heures de sommeil et ça va très bien ». Des études ont été faites où les personnes n'avaient pas de repères temporels, on les mettait à dormir autant qu'ils le souhaitaient, et on s'aperçoit qu'au bout de quelques temps, ils dorment tous entre 7 et 8 heures. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 7 et 8 heures, c'est le besoin pour l'immense majorité des Français, qu'il y a une très faible partie de la population qui a besoin de très peu de sommeil et une très faible partie de la population qui a besoin d'un peu plus, mais que l'immense majorité... On voit les statistiques, là. Alors, les statistiques, oui, mais ça, c'est ce que les Français dorment, mais ce n'est pas forcément ce dont ils auraient besoin. D'accord, non, mais c'est la réalité. Il y a 6% quand même des Français qui dorment plus de 9 heures par jour. Ils ne peuvent pas bosser beaucoup. Voilà. Et alors, il y a des gens qui dorment 2 heures par nuit et qui ne sont pas en dette de sommeil. Par exemple, les gens dont vous dites 5 heures leur suffit pour récupérer, à condition qu'ils puissent dormir peut-être 7 heures le week-end. C'est pas possible? Ou il y a forcément une dette de sommeil à un moment? 5 heures, ça me paraît vraiment un minimum. Ensuite, ce que font, on pourra en parler, c'est le sommeil des navigateurs qui reproduisent des... Mais ça, c'est vraiment très, très particulier. Je pense que entre 2 et 4 heures de sommeil, c'est forcément de la dette chronique. Ce sont forcément des petits dormeurs, mais qui sont quand même en dette de sommeil. D'accord. Il faut savoir qu'une privation de sommeil de 2 heures répétée équivaut quand même à fonctionner avec une alcoolémie physiologique de 0,50 g. Ah ouais, d'accord. On dort pas et on est bourré. Oui. Alors si on prend un petit peu d'alcool on est encore plus bourré. C'est terrible. Pierre Dac disait « Les rêves ont été créés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le sommeil », ce qui est plutôt une jolie définition. Et effectivement, regardez ce qui se passe durant nos rêves. On passe 6 ans à rêver. Enfin, ça, c'est pendant le sommeil, pas ceux qui, toute la journée, sont dans la lune. On rêve en moyenne 1 à 2 heures par nuit. C'est beaucoup, hein, quand même, 1 à 2 heures par nuit. Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, on rêve à peu près dans toutes les phases de sommeil, mais 9 fois sur 10, quand on est en sommeil paradoxal, on va se souvenir de ce dont on rêvait, et 1 fois sur 10 simplement quand on est en sommeil lent profond. Mais c'est une activité, le rêve, qui est indispensable à l'équilibre psychologique, mais surtout à la mémoire. Le temps de sommeil paradoxal, c'est le temps qui permet de fixer la mémoire, autant la mémoire du geste que la mémoire de... C'est extraordinaire parce que c'est indispensable à la mémorisation et en même temps, on ne s'en souvient pas. Le seul truc qui nous sert à mémoriser, finalement, on ne se souvient pas de ce qu'on... Parce que 4 à 7 rêves durant une nuit, est-ce qu'on a pu voir que ces rêves avaient une suite ou c'est 4 à 7 rêves qui sont complètement indépendants les uns des autres? Alors, souvent, il y a eu de nombreuses études de psychologues qui ont essayé d'étudier la psychologie des rêves. Est-ce que ce qu'on rêve représente ce que je suis quand je suis éveillé? Et toutes ces études ont échoué sur une corrélation quelconque entre ce qu'on peut rêver et ce qu'on est réellement. D'accord, mais on ne sait pas si le premier rêve de ma nuit et le 7e sont la même histoire. Non.
À ma connaissance, non. Non, on ne sait pas ou non, c'est pas la même? Non, je ne sais pas. Ah, vous ne savez pas si mon rêve à moi, bah, je ne vous ai pas raconté en même temps. C'est important de raconter ses rêves à un spécialiste du sommeil ou pas? Ou c'est des choses qui ne vous intéressent pas plus que ça? Si les thèmes sont intéressants, c'est pour savoir comment est la personnalité de l'individu. Une consultation de sommeil, on essaie de voir quel est le type de personnalité à laquelle on s'adresse, si ce sont des gens anxieux, s'il y a une petite note dépressive, quand il s'agit d'un insomniaque. Mais vous avez besoin des rêves pour savoir ça? Ça Non, fait partie de l'arsenal. Ça fait partie des... On voit, par exemple, on demande s'il y a des cauchemars, s'il y a des événements qui sont mal vécus. Il y a des gens qui sont somniloques. C'est ce que c'est, les somniloques? Et allez, je vais vous donner une définition, vous allez comprendre. Francis Blanche disait « Le seul moment où une femme écoute attentivement son mari, c'est quand il parle en dormant. » Vous voyez ce que c'est maintenant? Le mec qui prononce des prénoms que vous ne connaissez pas. Hein? Ça arrive. Oui. C'est très gênant. Non, ça vous met dans des situations très embarrassantes. Vous avez eu des cas comme ça Oui. Par exemple, pour les pathologies respiratoires du sommeil, pour les apnées, ils arrivent de parler en dormant. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte quand on parle en dormant? Est-ce qu'on raconte est-ce qu'on raconte son rêve? Madame n'est pas là, donc on ne peut pas vous dire. Non, mais franchement, on raconte ce qu'on est en train de rêver ou on raconte vraiment ce qu'on a vécu dans la journée? Est-ce qu'il y a des vrais somniloquies qui ont permis à des dames ou à des messieurs de mettre le doigt sur un problème de couple? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, non. C'est-à-dire que si je crie un prénom qui n'est pas celui de ma femme au milieu de la nuit, je peux lui dire non, t'inquiète pas, je ne sais même pas d'où ça sort. Exactement. Non, mais est-ce que je serais soutenu par les scientifiques? En tout cas, moi, je le soutiendrai. Ouais, mais enfin bon, vous êtes un peu loin de Paris. Est-ce que tous vos confrères diraient la même chose? Je pense c'est un sujet sensible. C'est pas évident, hein. Ça ne peut pas être retenu comme preuve à charge. Non, mais enfin bon, on peut s'en prendre une quand même. Alors, on a parlé du besoin de sommeil et du temps nécessaire pour récupérer. Alors, on va parler de la privation de sommeil. Alors, il y a eu des expériences, vous parliez de grottes tout à l'heure, de gens qui se mettaient en dehors de tout contexte de jour, de nuit, etc. Voilà ce que ça donne de se priver de sommeil. Vous voyez que ça entraîne quand même pas mal de perturbations sur l'organisme. Le record de privation, je crois qu'il est de 11 jours, c'est ça? Oui, tout à fait, 11 jours. Oui. Ouais. Je crois un Australien, il me semble. Un Australien qui n'a pas dormi pendant 11 jours. 11 jours, oui, je pense que ça doit laisser... Qu'est-ce qui devait te bourrer alors à la fin? Ouais, mais franchement, comment on peut tenir 11 jours? Alors, moi, je pourrais pas. Ah ouais, je vais vous dire, déjà là, il est tard pour moi. Mais à partir de combien de jours, alors on ne va pas aller jusqu'au record, mais de combien de jours de veille, de manque de sommeil, on met sa vie en danger? Ou on a des conséquences sur l'organisme? Personnellement, lorsque j'ai écrit ma thèse, j'ai passé la nuit blanche. J'ai pris l'autoroute après en début d'après-midi. Il est grand temps que j'arrive. Vous n'aviez pas dormi depuis combien de temps? Nuit blanche. Donc ça veut dire la nuit blanche, vous avez fait 48 8 heures de dette de sommeil. Oui. Et vous avez passé votre thèse? Oui. Et alors, ils ont compris ce que vous avez raconté? J'ai pas été sur la rambarde. Non, mais ils ont compris ce que vous avez raconté? Vous avez non, je déposais ma thèse. Ah, c'est juste pour la déposer. D'accord. Vous êtes endormi sur le truc à la poste. Je déviais ah oui. sur l'autoroute. Il était grand temps d'arriver. Et donc, combien de temps sans mettre en danger sa vie? Je ne saurais pas vous répondre exactement. Je pense qu'à partir du moment où on est en dette de sommeil, il suffit de très peu de nuits, par exemple, chez un adulte jeune, sain de toute pathologie cardiovasculaire, une semaine en dormant 5 heures par nuit, cette jeune personne développe une hypertension artérielle au bout d'une semaine. Donc c'est pour vous dire la toxicité que peut avoir une dette de sommeil sur une durée courte. Globalement, il y a la moitié de la population qui est plus sensible à la privation de sommeil que l'autre moitié.
Ça va faire partie de la première moitié alors. C'est ça. Alors, combien de... Tiens, je ne sais pas si on peut... On peut allumer la salle ou c'est possible? Quelqu'un... Parce que je voudrais poser une question. Voilà. Ah, vous êtes nombreux. Combien il y en a qui ronflent? Levez la main. Ah, vous êtes des rigolos ici. Hein. Alors attendez, baissez les mains. Non, non, baissez les mains. Baissez les mains, on va faire autrement. Mesdames, combien ont des maris qui ronflent? Voilà. On approche la réalité. Là. Donc ça veut dire que vos maris ne sont pas là ce soir? Ils sont là? Tous ceux qui ont levé la main ont le mari à côté. Qui ne sait pas qui ronfle? Non? Il y a des dames qui n'ont pas leur mari parce qu'il est déjà en train de ronfler. D'accord. Alors, le ronflement. Le ronflement, on va en parler. C'est pas seulement que ça fait du bruit, mais regardez un peu ce qui se passe. Une des explications du ronflement, on peut bien évidemment avoir le nez bouché, on peut être bourré, on peut avoir le voile du palais qui se balade, mais vous voyez que l'air passe par le nez et par la bouche, qui descend dans le larynx et la trachée. Et quand on est, vous voyez au fond là, la petite clochette, c'est la luette qui va faceiller comme un drapeau et qui peut faire du bruit. Et quand on est allongé, chez certaines personnes, regardez la base de la langue, elle va et tout le reste va s'affaisser. C'est pour ça que sur le dos on ronfle un peu plus. Hop, ça tombe derrière et bien évidemment l'air va passer dans un conduit rétréci et c'est ça qui va, entre autres, entraîner ce bruit caractéristique et tellement agréable pour celui qui ne dort pas et qui est à côté. Voilà. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles on ronfle. Combien de ronfleurs? Il y a 10 millions de Français qui ronflent. 10 millions. Un homme sur deux de plus de 50 ans ronfle. À peu près 30% des femmes de plus de 50 ans. Alors, les femmes, c'est après la ménopause, hein, pour des raisons de... C'est ça? Des raisons quoi? D'imprégnation hormonale, c'est quoi? Ça joue sur quoi les hormones chez la femme pour le ronflement? Pendant la période d'activité génitale, la femme est globalement protégée. Et dès que la ménopause arrive, là on voit des pathologies respiratoires qui sont plus fines que celles des hommes, mais c'est aussi symptomatique. Quand on parle d'activité génitale, on ne parle pas d'activité sexuelle, hein, on parle de sécrétion des hormones par les ovaires. Donc vous êtes protégé effectivement par ces hormones, et comme nous, on n'a pas d'hormones, donc à partir de 50 ans, on ronfle parce qu'on a un relâchement musculaire. Oui, on a un relâchement musculaire, on a aussi le vieillissement des tissus, hein, et puis une prise de poids qui peut survenir après 50 ans, oui, avec la diminution de l'activité physique. Alors, c'est poids et âge dépendant. C'est-à-dire plus on vieillit, plus on est gros, plus on... On a de chances d'avoir des apnées. Et puis, il y a, en fonction de l'âge, il y a des gens qui ont été traités qui n'ont plus d'apnée et qui, après, se retrouvent en vieillissant à avoir la réapparition d'apnée sans prendre de poids. D'accord, les apnées, on va en reparler parce qu'effectivement, le ronflement peut entraîner. Et alors, quand vous parlez de prise de poids, on peut ne pas comprendre en quoi la base de langue intervient, c'est que la graisse, on en a bien sûr dans tous les tissus, et que plus on prend du poids, plus la graisse s'accumule dans tout ce qui est la filière là, qui permet de respirer, et bien évidemment, ça rétrécit le tuyau. Et tout ce qui rétrécit le tuyau entraîne des bruits. Il faut citer aussi le rôle du tabagisme. Globalement, on a entre la femme jeune qui n'est pas en surpoids et qui ne fume pas, qui a un risque minimal de ronflement, et l'homme qui est en surpoids, obèse, qui fume et qui est plus âgé est à risque maximal de ronflement. Alors, on va voir aussi, on va parler bien sûr des troubles du sommeil avec peut-être, je crois, une diapo statistique, puisqu'il y a 4 Français sur 10 qui souffrent d'au moins un trouble du sommeil. Alors, il y a les troubles. Alors, c'est quoi la différence entre insomnie et troubles du rythme du sommeil? Alors, l'insomnie, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est ressenti par la personne comme une difficulté soit d'endormissement, soit de maintien de sommeil. Le trouble du rythme de sommeil, c'est ce que vous subissez quand vous faites un voyage à l'étranger avec un changement de
d'horaires, par exemple, c'est le jet lag, ou ça peut être les étudiants après un travail d'été où se couchent très très tard et puis ensuite reprennent leur rythme de faculté et donc doivent se coucher plus tôt et se lever plus tôt surtout, et ont du mal à s'endormir à une heure plus précoce. On a des règles d'or à vous montrer sur les meilleures façons d'avoir un bon sommeil. Vous allez voir si vous vous reconnaissez dans ces règles d'or. D'abord, il faut adopter des horaires de sommeil réguliers, ce qui veut dire quoi? Qu'il faut essayer tous les soirs de se coucher à une heure près, toujours à la même heure, pour habituer son cerveau. Ça c'est parfaitement vrai. Et je dirais même que c'est un rythme régulier autant la semaine que le week-end. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. On sait par exemple que la performance scolaire chez les enfants, elle est d'autant meilleure que l'enfant dort le plus possible, qu'il se couche à heure régulière et qu'il y a moins de différence entre l'heure de coucher de la semaine et l'heure de coucher du week-end. Donc, régulier. Docteur Desjobert, alors se réveiller à son rythme, ça c'est si on peut. Parce que parfois, il faut bosser et se lever alors qu'on a envie de rester au lit. L'art de la sieste, on en parle beaucoup depuis quelques années de cette sieste. Alors, il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas faire la sieste parce que je vais dormir une heure, je vais être complètement assommé à la fin. D'autres qui font des micro-siestes de 5 minutes et qui récupèrent. C'est conseillé. C'est conseillé. Quoi? La courte sieste. La courte sieste de 5 minutes. Oui. Alors ça veut dire quoi? 5 à 10 minutes. Et ça veut dire qu'il faut... c'est pas fait, enfin, moi j'ai la chance j'aime pas parler de moi, mais je vais le faire quand même. Moi je fais une micro-sieste parfois après le magazine de la santé parce que j'ai tout donné. Vous voyez? Je suis épuisé à la fin de cette émission, qui paraît sur un ton décontracté. Vous n'avez pas l'impression qu'on travaille. Je suis mort à la fin du magazine de la santé. Donc, parfois, je me fais une micro-sieste, mais moi, j'ai une chance, c'est que je me couche, je regarde ma montre, et 5 minutes, au bout de, à mon avis, 30 secondes, je dors, et 5 minutes après, je me réveille. Sans réveil, sans rien. C'est beau, non? Non, laissez. Est-ce qu'on peut l'apprendre, ça? Parce que je peux vous dire que je suis en pleine forme au bout de 5 minutes. On parlait des navigateurs solitaires tout à l'heure, c'est le cas. Ils arrivent à éduquer leur propre sommeil pour pouvoir faire des siestes. Ouais, mais si on n'est pas navigateur et qu'on n'a pas... Comment on fait pour apprendre à dormir 5-10 minutes? Moi, je dirais que la sieste, c'est quelque chose. On sait que plus on la fait souvent, meilleure elle est récupératrice. Ça, c'est quelque chose de certain. Ensuite, elle n'est pas obligatoire. Certaines personnes aiment la faire, d'autres pas. Elle doit être de courte durée, mais c'est vraiment aussi, ce sont des techniques à apprendre pour se relâcher et trouver l'endormissement. La sieste, c'est un très bon territoire d'expérimentation, un temps d'expérimentation pour réussir à s'endormir le soir, par exemple. Et je conseille souvent à des gens qui ont des difficultés d'endormissement d'essayer de se relâcher, de faire ce qu'on appelle des thérapies cognitivo-comportementales, de relaxation, d'essayer de... La sophrologie. Voilà, de peser le plus lourd possible dans le lit, de relâcher tous les muscles de son corps, d'essayer de relâcher, de ralentir son rythme cardiaque. Ça, c'est des choses qui n'ont pas d'incidence si on n'y arrive pas sur une courte durée de la sieste et qu'on peut ensuite reproduire la nuit lorsqu'on se réveille. Alors, par contre, chez le sujet âgé, la sieste est un mécanisme physiologique. D'accord, donc ils ont besoin. Il y a un ils vrai ont besoin parce que la nuit, le sommeil, on l'a vu tout à l'heure, du sujet âgé est plus déstructuré, et ils ont besoin de récupérer en faisant la sieste l'après-midi. Éviter les excitants après 15 heures, une erreur mais commise par un nombre invraisemblable de gens qui disent j'arrive pas à m'endormir après, alors qu'ils prennent un café à 18-19 heures, du coca, tout ce que vous voulez. Ça, c'est hyper fréquent en consultation. Très, très fréquent. Très fréquent. On le voit. Puisque tabac, alors le tabac aussi est un excitant. Alcool, ça fait partie du questionnaire, je dirais, classique de toute personne qui a des difficultés de sommeil. Dîner léger, bien évidemment, plus on dîne, voilà, c'est pas terrible pour la digestion. Les bains chauds, on en a parlé. Se ménager un environnement favorable au sommeil, c'est sûr qu'il vaut mieux dormir dans une chambre que dans la cuisine. Faire du sport le soir, on l'a vu, se préparer à dormir. Ça, on l'a vu aussi, c'est-à-dire ne pas rester une heure sous la couette. Et le sexe, on l'a très rapidement évoqué, malheureusement. Trop rapidement.
Alors, voilà d'autres ennemis du sommeil. Et là, je m'adresse aux parents, aux grands-parents d'ados à qui on n'arrête pas de dire lâche ton ordi, lâche ton iPhone, lâche la télé, lâche ta tablette, lâche tout, et qui nous envoient chier. Hein, c'est un peu le cas. Et on n'a pas d'argument. Eh ben, on va en avoir un, là, un argument. Parce que le problème, c'est que, mais c'est valable pour nous aussi, l'excitation par la lumière retarde notre endormissement. Alors, c'est vrai, et ça marche comment? On retarde la sécrétion de mélatonine le soir. La mélatonine est une hormone qui permet d'induire le sommeil. On recommande une forte exposition le matin pour pouvoir déclencher la sécrétion de mélatonine le soir. D'accord. Et vous tenez aussi ce discours aux ados, tout ça, ça passe ou pas? C'est très difficile. Je pense que si les ados ont pas simplement besoin de leur dire non, il faut que tu arrêtes, il faut leur expliquer pourquoi. Donc c'est vrai que les tablettes très proches des yeux envoient une lumière et donc c'est une information qui est adressée à notre cerveau pour dire qu'il fait encore jour et donc qu'il n'est pas le temps de dormir, d'une part. D'autre part, ça entraîne une excitation intellectuelle. Ça a été prouvé par des études, le fait que les enfants fassent des jeux vidéo ou regardent un film juste avant de dormir, ils ont un plus de sommeil lent léger et moins de sommeil lent profond, et on a vu l'importance du sommeil lent profond pour la récupération chez l'enfant. Et alors, pour tout un chacun, là, pas forcément sur les ordis, mais il y a de plus en plus de Français qui ont la télé dans leur chambre. On se couche, on regarde la télé, machin. Là, on dit, regardez, 74% la regardent ou dans la chambre ou avant d'aller se coucher, et plus de la moitié des Français disent que regarder la télévision, ça les aide à dormir. Alors, c'est faux. C'est avoir la télévision dans la chambre, c'est fortement déconseillé. En fait, on le voit, nous, dans nos chambres de sommeil, lorsqu'on fait un enregistrement de polysomnographie, ça peut rassurer pour l'endormissement parce qu'il y a un bruit de fond. Mais lorsqu'on écoute la télévision, il y a toujours des sautes de bruit, et ça correspond à des micro-éveils qui sont repérés sur nos capteurs. Donc forcément, on croit dormir, mais le sommeil n'est pas de bonne qualité. En plus, on s'endort avec la télé, et puis on se réveille parce qu'il y a un abruti qui crie à la télé, et puis qu'il faut retrouver la télécommande qui est sous la couette. Enfin, bon, je ne vous raconte pas le scénario. Alors, quand on a des problèmes de sommeil et qu'on a la chance d'avoir des spécialistes et des centres du sommeil, ce qui est le cas à Laval, quand même des choses bien à Laval, ce qui est le cas à Rennes aussi, on l'a entendu, avoir un interrogatoire, on va avoir un examen, un entretien avec le médecin, et puis on va passer aussi des examens. On a entendu un gros mot, là, la polysomnographie. Il y a plusieurs examens qu'on peut vous faire passer. On va vous montrer, par exemple, l'actimétrie. Qu'est-ce que vous faites avec cette montre qu'on met avec ça? On mesure le rythme sur 24 heures. On voit comment l'individu se comporte et on enregistre sur une semaine. C'est-à-dire qu'on porte ça au bras. C'est le bracelet électronique. Mais ça veut dire qu'il il enregistre quoi? Les mouvements? Les mouvements. Mais alors, il enregistre les mouvements du sommeil paradoxal? Si le sujet dort, on n'a plus rien. Il est en repos. D'accord. Et quand il bouge un petit peu à cause du sommeil paradoxal, on a des petits signaux, mais on voit très bien qu'on est dans une période de sommeil. Et on trouve ça où? En sommeil paradoxal, il n'y a absolument aucun mouvement. C'est les conneries qu'on a racontées tout à l'heure, là? Non, mais c'est ce qui était dit. Ça a été dit. Atonie complète. Plus aucun mouvement. Le sommeil paradoxal, c'est... Non, il y en a un... D'accord. Logiquement, il y a quelquefois des mouvements anormaux. Chez les sujets parkinsoniens, par exemple, on peut avoir une reprise du tonus pendant le sommeil paradoxal. Et si j'ai envie d'avoir ça, je vais chez qui? Tous les centres de sommeil... je vais la refaire en anglais. Tous les centres de sommeil... If I need this one, you know? Non, mais par exemple, mon généraliste, je peux lui demander un actimètre? Non, il faut aller dans un centre du sommeil? Les centres de sommeil sont équipés d'un ou plusieurs actimètres. D'accord, mais alors, ça veut dire que si vous n'en avez pas beaucoup et que vous le laissez une semaine au patient, il faut un rendez-vous dans 10 ans?
Tout à fait. Ça, c'est le problème du sommeil. Parce que ça coûte cher, ça? Non, C'est ce qui est le plus abordable en termes d'équipement. D'accord. Deuxième chose, l'examen du sommeil par la polygraphie ventilatoire. Alors là, le but, c'est de repérer, de faire le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. Donc vous voyez, il y a une petite canule nasale, un petit tuyau qui passe juste sous le nez, là, qui sert à repérer l'air qui passe au niveau du nez. Et puis vous avez deux sangles, une sangle thoracique qui va repérer les mouvements thoraciques et une sangle abdominale qui va repérer les mouvements abdominaux. Et il y a un capteur de position. Et puis, on dort combien de temps avec ça? On dort comme d'habitude. Oui. Voilà. Vous le prenez une seule, vous une ne nuit, laissez pas ça une semaine. Nuit, une seule nuit. Ah oui, non, parce que l'autre c'est une semaine. Donc, oui. voilà. D'accord. Autre chose, on va avoir une petite vidéo avec ce qu'on appelle la polysomnographie. Vous nous la commentez? Là, on est en train de poser les électrodes, vous avez vu au niveau des orbites. Là, c'est le capteur de saturation. Là, ce sont les sangles et on éteint la lumière. D'accord. Vous avez là un tracé de sommeil. J'espère qu'on va voir le... Là, vous avez la respiration qui s'arrête avec des apnées. Et le monsieur qui va bouger? Là, il dort. En fait, on dort dans une chambre à l'hôpital. Ça, c'est à l'hôpital, hein, c'est pas chez soi. On peut le faire chez soi? Oui, pareil. On a des dispositifs qui sont équivalents. Alors, les sujets autonomes, on les laisse rentrer chez eux parce que à l'hôpital, il y a l'effet première nuit. On dort quand même moins bien la première nuit qu'on est à l'hôpital. Et les sujets qui sont âgés, qui ont du mal à se déplacer, qui habitent loin, vous les faites dormir à l'hôpital. Voilà. D'accord. Mais alors, vous le disiez, quand on dort à l'hôpital, on ne dort pas chez soi, donc on dort forcément plus mal. Alors, est-ce que vous arrivez quand même à analyser la qualité du sommeil alors qu'on est tout sauf chez soi? Oui. Alors, ça dépend. La polysomnographie, c'est l'examen ultime pour déterminer comment est le sommeil. Donc, la polysomnographie, elle peut avoir plusieurs buts, soit pour diagnostiquer un trouble respiratoire du sommeil, comme un syndrome d'apnée du sommeil, mais ça peut être aussi toutes sortes d'autres diagnostics de maladies rares, soit de troubles du sommeil, maladies comme la narcolepsie, les patients qui ont une insuffisance de sommeil lent profond, qui se réveillent très, très souvent. Et donc, quelquefois, l'absence de sommeil est déjà un diagnostic. Alors, on a évoqué l'apnée du sommeil. L'apnée, c'est quand on s'arrête de respirer, vous savez peut-être, et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ce syndrome d'apnée du sommeil qui consiste finalement souvent à ronfler de plus en plus fort. Et puis, à un moment, on arrête de respirer, ce qui inquiète beaucoup le conjoint. Et puis, on va se mettre, heureusement, il y a des systèmes de sécurité et de sauvegarde dans le cerveau qui font que dès qu'il y a une modification des gaz dans le sang, le centre de sauvetage se met en route, on se met à respirer bruyamment, en général c'est comme ça, et puis il y en a qui se reconnaissent ça ou pas? Ouais. Et puis parfois même on s'assoit, on se réveille avant de se rendormir, et le voisin ou la voisine, c'est genre oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce syndrome d'apnée du sommeil, en dehors du fait que c'est pas marrant pour celui qui partage notre lit, a des conséquences sur la santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. Et là, c'est l'interrogatoire qui vous permet de... Comment une personne qui dort seule peut savoir qu'elle fait des apnées? Plusieurs choses. D'abord, elle trouve le matin son sommeil non récupérateur. Ensuite, on peut avoir une somnolence dans la journée. Et puis, il y a certains autres signes qui sont évocateurs, comme par exemple le fait de se lever la nuit pour uriner peut être et souvent un très bon signe de syndrome d'apnée du sommeil et pas forcément la prostate. Ça peut être le fait d'avoir des maux de tête le matin, ça peut être une irritabilité, ça peut être des troubles de mémoire, des troubles de la concentration. Et tous ces signes pouvant être soit isolés, soit associés. D'accord. Et pour faire le diagnostic, docteur Desjobert, on passe forcément par l'enregistrement. L'enregistrement est quasiment indispensable, sauf dans des formes très sévères,
Maintenant, vu la population importante qui est concernée par ce syndrome, il nous arrive quelquefois d'appareiller des gens simplement sur une oxymétrie, c'est-à-dire on mesure simplement C'est ce qu'on a vu au bout du doigt, le taux d'oxygène dans le sang. Et quand les variations sont suffisamment importantes, là on peut appareiller raisonnablement. Mais il faut savoir qu'un examen, il y a une variabilité inter-examen, c'est-à-dire que quelqu'un peut très bien être enregistré une fois, on ne trouve pas grand-chose, et il faut ne pas hésiter à refaire un deuxième enregistrement pour trouver quelquefois quelque chose de beaucoup plus important qu'on ne suspectait au départ. Alors on va voir, vous avez parlé de pression des masques, etc. On va voir quelques photos. Vous avez plusieurs traitements possibles pour finalement, le principe là, avec cette pression positive continue, c'est de forcer le passage de l'air pour qu'il passe à travers cette base de langue qui s'est collée en arrière, etc. On va forcer le passage dans le tuyau. On doit dormir avec ça. Alors, moi, franchement, je me suis toujours demandé comment des gens pouvaient dormir avec ce masque. D'ailleurs, on se l'est tous demandé au début quand on proposait ça aux patients. On s'est dit, mais comment on peut dormir avec un masque qui fait du bruit à côté? On se retourne, on a le truc qui vous tombe sur la tête. Et finalement, les gens le supportent très bien. Oui. Si on peut faire un peu d'humour... je suis un peu pas là-dessus, non, pas sur des sujets pareils. Un petit coup de pression. Non, faire gaffe, c'est un truc sérieux quand même. Un petit coup de pression en haut, ça fait monter la pression en bas. Mais dites-moi, est-ce qu'on peut me remettre la photo de la page d'accueil, s'il vous plaît, monsieur Vincent? Il faut bien vous Parce que quand on vous voit comme ça, là, quand on vous voit comme ça, on n'a pas l'impression. Vous sortiez de prison, là, ou pas? Ou vous y rentriez? J'avais du mal à trouver une photo et je l'ai pris à la ouais. Mais celle-là, vous pouvez l'acheter. Hein. Oui. À la limite, faites-vous faire un dessin, un truc comme ça, parce que là, franchement, je veux dire, quand on l'a reçu avec mes copains avec qui on prépare, on s'est dit, oulala. Oulala, ça va peut-être pas être marrant comme soirée. Eh ben si, vous voyez. Donc la pression en haut augmente la pression en bas. Ça veut dire quoi? Qu'on a une meilleure érection quand on a un masque? Le problème, c'est qu'avec ça, on peut pas s'en servir, parce qu'il n'y a personne... C'est une érection pour rien, là, franchement. Là, on est un peu plus dynamique. On est plus dynamique. Oui. La personne qui est atteinte d'un syndrome d'apnée du sommeil, même si elle n'en parle pas très souvent, et c'est au médecin de poser la question, souvent les hommes présentent des troubles de l'érection, et le fait de les traiter, certainement, améliore les choses, et c'est d'ailleurs souvent une cause d'adhérence au traitement. D'adhérence au traitement. Remarquez, je veux dire, quand on regardait la photo de profil, on dirait qu'il y a une trompe, hein, effectivement. Regardez. Non? C'est suggestif. Ne vous inquiétez pas, on a des couples traités. Ils ont tous les deux un masque? Oui. Ouais, sympa. Alors on propose de faire des économies de santé, de mettre qu'un appareil. Un appareil, 2 trompes. Et à part ça, vous dites que ça augmente la pression en bas. Ouais. Non, franchement, c'est... En tout cas, on rigole, mais c'est très important parce qu'il y a des gens qui ont plus de problèmes vasculaires, plus d'hypertension grâce à ces machines. Oui. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, il est associé à un risque cardiovasculaire qui est indéniable, qui a été multiples fois prouvé. Et le fait de traiter le syndrome d'apnée du sommeil, soit élimine le surrisque, soit permet de mieux traiter un diabète, de mieux traiter une hypertension artérielle. Alors on a vu rapidement la photo suivante, là, c'est ce qu'on appelle une orthèse. J'ajouterais, on a toute une population à risque. Ce sont des gens qui sont obèses avec ce qu'on appelle un indice de masse corporelle à 28 kg par mètre carré, qui est l'indice un petit peu à risque. Quelqu'un qui est hypertendu, quelqu'un qui est diabétique et qui a des troubles des lipides, du métabolisme des lipides. Et quand ces gens-là ont un ou plusieurs facteurs, on a au moins une chance sur 2 de trouver un syndrome d'apnée. Et c'est un facteur de risque aussi important que sur le plan vasculaire, que l'hypertension, que le diabète, que le cholestérol. Orthèse d'avancée mandibulaire, le principe il est simple, c'est que vous avez vu que quand on est couché sur le dos, tout descend. Donc l'idée c'est d'avancer la mâchoire, de vous rendre prognate en quelque sorte.
et en avançant la mâchoire, vous avancez la base de langue, vous avancez tout et vous libérez le tuyau. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un autre... non, il n'y avait pas de... Voilà, c'est les deux principaux traitements qui sont proposés aux patients. C'est vrai que c'est quand même plus sympa d'avoir ça que la trompe. Hein. Ouais, alors il faut certes, ça s'adresse la bonne indication. Voilà, plutôt à des syndromes d'apnée du sommeil qui sont plutôt moins sévères, chez des gens qui ne sont pas forcément en surpoids. Et il faut bien se méfier de ne pas avoir à avancer trop la mâchoire inférieure, sinon les dents bougent au bout de quelques années, on ne vous dit pas merci. Alors, on va parler des somnifères avec vous, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions à poser là-dessus. Je voudrais finir, avant de passer la parole à la salle, par un truc qui est quand même très étonnant, qu'on appelle la sexsomnie, Ah, apparemment, vous êtes spécialiste, docteur Desjobert. Non. Si, je sentais que... De toute façon, elle vous était destinée. J'avais mis docteur Desjobert. Alors, il y a ce qui est quand même fou, la sexsomnie, on va vous la définir. En fait, c'est quand on a un comportement non maîtrisé pendant notre sommeil. Vous voyez ce que je veux dire? On saute sur le voisin alors qu'on est censé dormir. Alors, c'est pratique comme excuse. Il y a des statistiques qui disent que 4% des Britanniques auraient ce genre de choses. Est-ce que d'abord ça existe ou est-ce que c'est un prétexte? Ça existe. Maintenant, je n'ai pas eu de consultation pour ce genre de troubles. Hein. Non, mais par contre, on peut quelquefois avoir au cours du sommeil des troubles comportementaux complètement aberrants. C'est-à-dire? Je vais voir. Oui, racontez-nous une histoire docteur Desjobert. Dramatique. Ah. Puisque ça traînait à la société de sommeil. Un jeune se couche le soir avec un syndrome grippal et prend 2 comprimés de Sudafed. Il a de l'éphédrine dedans. Il se couche et 2 heures après, son père le retrouve dans le couloir du premier étage avec un poignard ensanglanté. Il venait de poignarder son frère de 30 coups de couteau. On a... bien sûr, ça a été un drame parce que... il y avait le drame, mais c'était une famille qui n'avait aucun problème et on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et heureusement, la police a fait les prélèvements et l'expert qui a vu le jeune a eu l'idée de doser l'éphédrine. Et il avait pris une double dose et il a fait ce qu'on appelle un syndrome confusionnel agressif dû à l'éphédrine. D'accord. Qu'on a quelquefois. Il m'est arrivé une fois aussi d'écrire un avocat puisqu'il y avait eu un comportement agressif la nuit en disant essayez de voir s'il n'y a pas eu s'il n'y a pas prise de médicaments. Voilà. D'accord. Bon, c'était pas drôle. Non, je crois. Vous aviez raison. Ça a plombé l'ambiance. Vous n'avez pas une histoire drôle, un truc Oh, ça va venir. Bon. Parce que moi, j'en ai plein. Hein. Alors, on va vous passer la parole maintenant. On va allumer la salle et puis on va parler, bien sûr, je pense que vous avez des questions sur les somnifères parce que là aussi, il y a énormément de questions. La France est toujours championne du monde de consommation de somnifères, d'hypnotiques en tout genre. Oui. Pourquoi ? C'est multiples raisons. Peut-être c'est de la faute des médecins, c'est de la faute aussi des Français. Et peut-être de l'industrie pharmaceutique aussi. Hein. Donc les causes, elles sont multiples. Toujours est-il que maintenant on essaye de faire changer les choses en justement le rôle de soirée comme ce soir. C'est aussi d'éduquer la population sur les techniques alternatives à la prise de somnifères pour un trouble du sommeil. Alors moi j'ai participé à une émission sur France Bleu Mayenne tout à l'heure. Une dame disait qu'elle prenait des somnifères depuis 25 ans.
que son sommeil était fractionné, manifestement que ça ne la satisfaisait pas, ce somnifère. Est-ce qu'après 25 ans de prise de somnifère, on peut arrêter, peut-être pas tout seul, on va en parler, il faut peut-être un sevrage progressif, et puis passer à autre chose en retrouvant le sommeil? C'est possible, c'est excessivement long, ça demande une volonté farouche de la part de la personne que la majorité des gens n'ont pas, et ça doit être accompagné par un médecin sur 6 mois, 1 an, avec une substitution de médicaments, des médicaments qui ont une plus courte durée d'action et selon un protocole bien précis. Bon. C'est excessivement difficile. Normalement, pour être raisonnable, on a un problème de stress, de vie familiale, de profession, tout ce qu'on veut. On n'arrive pas à dormir, on prend un somnifère prescrit par le médecin. Il faudrait raisonnablement s'arrêter au bout de combien de temps pour ne pas avoir rentré dans l'accoutumance? Alors, d'abord, il y a certains médicaments qui sont de la classe des benzodiazépines qui sont particulièrement... qui rendent dépendant la personne de façon assez rapide. Et certaines classes de somnifères, on ne va pas les citer, mais sont quand même moins addictifs. Hein. Ceci dit, la prescription, elle doit normalement être pour 14 jours. C'est une durée très très courte. Pourquoi? Parce que ça peut être sur un phénomène de vie très court, mais que derrière, il faut poser un diagnostic sur la cause du trouble du sommeil et traiter la cause. Alors, oui, pardon. Le pire, c'est le passage à l'hôpital. Donc on donne un somnifère au départ parce que sujet a mal, n'est pas habitué à l'hôpital, dort mal. Et puis il faut surtout arrêter en sortant. À la sortie. Alors, normalement, nous avons des hôtesses avec... vous pouvez lever les pancartes, là, mesdemoiselles? Voilà, regardez. Et vous levez la main. Et l'hôtesse vous donne le micro. Il faut toujours qu'il y en ait un qui commence. Voilà. Mademoiselle, ici. Alors, je vous le précise, pas de consultation. Hein, parce que souvent, oui, moi... Alors, vous pouvez parler de votre cas personnel, bien évidemment, mais si vous êtes enceinte, c'est ça? Oui. Ah, j'ai l'œil, non? Oui, vous avez l'œil. C'est pour après-demain. Alors... Pour après-demain? Mais alors, ma question, c'était... je ne vous ai pas encore demandé de la poser. Ah, pardon. C'est moi le chef ici. Posez-la. Donc, ma question, c'était par rapport aux personnes qui travaillent de nuit. Comment elles peuvent, sans somnifère, après, arriver à réguler leur sommeil? Si, par exemple, c'est un travail de nuit sur le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, ensuite, il faut réguler sur la semaine. Comment faire? Ou l'inverse. Et j'ai eu ça aussi à France Bleu aujourd'hui. Il y avait un monsieur qui se levait toutes les nuits à 3 heures du matin et qui n'arrivait pas... Ça ne vous intéresse pas ce que je raconte peut-être? Il se levait toutes les nuits à 3 heures du matin pour son boulot. Il se couchait en espérant dormir vers 21h. Impossible de s'endormir. Alors, est-ce qu'il doit prendre un somnifère? Voilà, comment on fait pour recaler les horaires quand c'est différent la semaine du week-end? Alors, la première chose à savoir, c'est que lorsqu'on a un travail qui est posté ou des horaires irréguliers, c'est générateur de troubles du sommeil, quel qu'il soit. Et donc, il est très très difficile d'y remédier. Il n'y a pas de solution miracle, en quelque sorte. Ensuite, des choses, c'est que c'est plus facile d'adapter ses temps de sommeil quand on est plus jeune et d'adapter son temps de sommeil quand on est plus âgé, ça devient beaucoup plus difficile. Il faut se connaître aussi. Ça veut dire que si on est du matin, eh bien, on ne va pas prendre un travail où il faut se coucher très tard le soir. Hein, ça veut dire qu'il faut même... C'est compliqué parce qu'on est dans une période où quand on a du boulot, on est content. Il faut même éviter de prendre des boulots postés si notre rythme du sommeil ne correspond pas. C'est-à-dire que, ensuite, c'est à voir, mais c'est sûr que demander à quelqu'un de se lever tôt le matin alors qu'il a plus de facilité à se coucher très tard le soir, il sera toute sa vie fatigué. Le fait d'être du matin ou du soir, c'est génétiquement déterminé. Donc, c'est peut-être pas le travail à privilégier.
Docteur Descoubert ? Ça, c'est se connaître. Et ensuite, chez les personnes qui travaillent la nuit, eh bien, généralement, ils trouvent, en fonction de leur caractère plutôt matinal, plutôt vespéral ou intermédiaire, ils trouvent la durée de sommeil à adapter dans la journée. Pour quelqu'un qui est du soir, eh bien, il va plus avoir de facilité à reprendre un petit peu de durée de sommeil le matin, par exemple. Donc, donner une réponse générale à cette question, c'est difficile. Oui, c'est au cas par cas. Mais est-ce que ça veut dire, par exemple, si la personne... on va prendre le cas de la personne qui, toute la semaine, doit se lever à 3 heures du matin. Est-ce que le week-end, elle doit continuer sur le même rythme pour que finalement son organisme s'habitue ? Ou même sans exagérer, 3 heures du matin, c'est tôt le week-end, mais à éviter de dormir jusqu'à 8 heures. Ou le simple fait de se remettre dans des horaires normaux le week-end fait que le début de semaine va être encore plus pénible. Oui, tout à fait, c'est vrai. Maintenant, il y a des contraintes sociales qui font que c'est comme ça. Mais théoriquement, c'est ce qu'il faudrait faire. Rester sur le même rythme. Sur le même rythme. D'ailleurs, le travail posté, ce n'est pas simplement le fait de travailler la nuit. C'est des gens qui travaillent la nuit, puis le jour, puis le matin, etc. Ouais, et ça, on sait que non seulement c'est générateur d'une insuffisance de sommeil, mais également de troubles cardiovasculaires, de dépression, d'irritabilité, de divorce, de cancer du sein. Voilà. Vous levez les pancartes pour que je vois bien, là-bas, oui, dans le fond. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Bonsoir. Ah, je vous vois. Je vais juste exposer une petite variante. J'ai malheureusement une adorable fille qui est touchée par l'anorexie depuis 6 ans. Elle va avoir 20 ans à la fin de l'année, donc de 14 à bientôt 20 ans. Et elle est insomniaque, elle dort 3-4 heures par nuit. Donc, là, il ne s'agit pas d'obésité, il ne s'agit pas de problème cardiovasculaire. Elle est bien suivie par l'hôpital à Rennes. Donc, les médecins ne trouvent pas ce qu'elle a, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir une piste pour l'aider donc on a essayé du yoga, de la sophro, des choses comme ça, rien n'y fait. Alors les rapports entre l'anorexie et peut-être même les troubles du comportement alimentaire en général. Si j'ai bien compris, c'est une insomnie chez une myopathe, c'est ça? Non. Elle n'est pas myopathe, elle est anorexique, malheureusement. Anorexique, pardon, j'avais pas bien compris. Je dirais que quelqu'un qui est insomniaque chronique, il faut quelquefois ne pas hésiter à enregistrer. Si on a vraiment... Il faut enregistrer, c'est-à-dire qu'il faut aller faire l'examen de sommeil. Mais apparemment, ça peut déboucher sur quelque chose. Après, c'est au cas par cas, mais on a quelquefois des surprises. Moi, il m'est arrivé d'enregistrer des gens pensant ne rien trouver, et puis on trouve quelque chose et qui débouche sur... donc il faut au moins, sur quelque chose qui traîne comme ça, où on n'arrive pas à trouver, il faut faire un enregistrement de sommeil. La 3. La nuit, je me réveille souvent à cause des jambes. Tous couchés. Vous viendrez me voir, monsieur, à la fin de la soirée, parce qu'il faut qu'on discute tous les deux. Hein, c'est pas grave, madame. Détendez-vous. Là, pour ceux qui dormaient, ils ont été réveillés. En fait, c'est un truc qu'on fait régulièrement. Je disais que la nuit, je me réveille souvent à cause des jambes qui n'arrêtent pas de remuer. Les jambes sans repos. Voilà. On va en parler. Bon. Et alors ? Je me réveille 2-3 fois par jour, par nuit, donc je me lève, je marche. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je me lève, je me bouscule. Alors, le syndrome des jambes sans repos, on rappelle peut-être ce que c'est, la définition? Ce sont des mouvements répétés la nuit au niveau des jambes, qui se produisent toutes les 10 à 40 secondes, et qui donnent au niveau du sommeil les mêmes conséquences que les apnées, c'est-à-dire des micro-éveils. Et donc il y a des facteurs qui favorisent
il y a une composition génétique, hein, il y a des familles qui ont le syndrome des jambes sans repos. Il y a les carences en fer, il faut systématiquement, quand ce type de pathologie est diagnostiqué, doser le fer, enfin le métabolisme, apprécier le métabolisme du fer, parce qu'une carence en fer donne ces phénomènes-là. Et puis après, il y a des médicaments qui peuvent induire ce type de pathologie. Et il faut absolument faire une enquête rigoureuse, parce que c'est un symptôme qui paraît comme ça banal, mais qui est quand même extrêmement gênant et qui peut aboutir des fois à des situations d'inconfort personnel qui peuvent donner des troubles socio-professionnels. Le diagnostic, il est absolument clinique. Hein. Ça survient à peu près toujours aux mêmes horaires, souvent en soirée. C'est un inconfort des jambes qui passe quand on bouge. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a le diagnostic du syndrome des jambes sans repos. Donc dosage du fer. Déjà, dosage faut commencer par un dosage du fer. Demandez à votre médecin. Il y a des consignes très simples. Il faut faire d'exercice physique. L'exercice physique dans la journée va diminuer les symptômes. La température, on en parlait, la température dans la chambre doit être de 12 degrés. 16 degrés. 16 degrés. Vous dormez dans le frigo, madame. La température dans la chambre, si elle est élevée, augmente les symptômes. 16 degrés quand même. Hein. Et ces symptômes peuvent diminuer également avec l'application d'eau froide. Donc on peut passer la paume de douche sur les jambes et les phénomènes peuvent disparaître de cette façon. En hiver, c'est plus facile. Ils ont tous les deux les jambes sans repos. Vous étiez tous les deux en train de faire ça. Non, mais c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit d'être malade et médecin. Hein. C'est pas... Vous en avez un? Vous avez un syndrome des jambes sans repos? Et vous faites tout ce que vous avez dit là? Tout à fait. Vous passez la paume de douche ou Ah bah, l'hiver, il y a des périodes comme ça qui sont épouvantables. Oui, mais le fait de faire ça, moi aussi je fais ça, mais j'ai pas... Non, mais ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand on est immobile le soir, par exemple, à regarder la télévision, là, on peut plus. Quand on est en voiture, on est obligé de bouger. Quand le siège a une certaine position, parce que dès qu'il y a une petite compression des fibres nerveuses, là, on sent le truc, c'est intenable. Il y a des moments. Il y a d'autres moments où ça va mieux. C'est tolérable. Vous avez ça aussi, vous? Non, pas à ma connaissance, pas du tout. Et sexsomniaque, lui. Alors, il y a d'autres questions? Oui, il a 3. Ah, c'est rigolo. Vous passez le micro d'un côté alors qu'il est au bout du truc, là. Bonjour. Oui. Je voulais juste rajouter par rapport au jet lag ou aux personnes qui travaillent de nuit, la solution aussi peut être la mélatonine, tout simplement. Tout à fait. L'hormone du sommeil. Qui se vend sous forme de gélules. Ouais, voilà. Je vais dire quelque chose encore. De rigolo? Oui. Le jet lag, donc la mélatonine, c'est bien sûr à recommander et c'est ce qu'il faut faire. Avant, quand on n'avait pas de mélatonine, il y avait un truc qui était bien, mais maintenant sur Air France, ça devient plus pénible parce qu'on sert moins. Donc, quand vous revenez des États-Unis, vous prenez donc le repas du soir. Puis après, au cours du repas du soir, vous prenez la petite bouteille de Bordeaux. Après, vous prenez un Stinox. Et puis après, un cognac. Là, c'est... Mais est-ce que vous vous réveillez en arrivant? C'est ce que c'est. Ah oui. Pas de problème. Ouais. Je voyais des collègues qui avaient du mal à aller... ils ne retravailler que le lundi. Nous, c'était le jeudi matin, l'après-midi, on pouvait travailler. Ça permet de se recaler avec voilà. La nuit. C'est vrai, moi j'ai fait ça en revenant aussi des États-Unis. Une fois, j'avais pris du Stinox, qui est un somnifère. Moi, j'en prends jamais. Donc, je ne vous raconte pas l'effet que ça m'a fait, parce que j'ai pris aussi la petite bouteille de Bordeaux, j'ai pris tout ça. J'ai été cassé, mais alors, un truc pas possible, au moment où ils ont appelé « Y a-t-il un médecin dans l'avion ?» Et là, je peux vous dire, je me suis levé, parce qu'en plus, j'avais commencé à faire de la télé, donc l'hôtesse, elle est venue me voir, parce que machin, et donc je suis allé, je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je veux dire,
Je crois. Alors, on m'a dit à l'arrivée que ça s'était très bien passé, que la dame était très contente, qu'elle avait fait un malaise et tout. Je me souviens de rien. Je sais même pas ce que j'ai fait. D'ailleurs, il faut souligner que ces médicaments-là, on en a parlé un peu pour la conduite automobile, quand on les prend, on n'a pas le droit de conduire. Ouais. Pendant au moins 6 à 8 heures, il ne faut pas conduire. Vous savez que la bouteille de Bordeaux, le cognac non plus. Tout à fait. Attention, simplement, n'achetez pas de mélatonine à l'étranger. Ça peut être, c'est pas forcément de la mélatonine de synthèse, ça peut être de la mélatonine animale. Et attention sur l'origine de ce. Mais on peut en acheter en France. Il faut l'acheter sur ordonnance ou c'est sans ordonnance? Personnellement, moi, je recommande pas la prise de mélatonine pour un jet lag, pour la prise. Je trouve que c'est un peu l'arrêt du traitement peut entraîner des troubles à type de dépression, des choses comme ça. Je trouve que ça en vaut pas la peine. Même si on prend une seule gélule. Non, pas une seule, mais généralement une seule suffit pas, quoi. Oui, c'est pour vous parler du personnel navigant qui pourrait en prendre trop régulièrement. Si le pilote fait une dépression en plein vol, c'est chiant. Alors, la 4. Qui a demandé le micro? Vous faites exprès? On vous donne les micros là-bas, c'est toujours ceux qui sont le plus proches du centre. Bonsoir. Mademoiselle, bonsoir. Je voulais savoir, moi, si les habitudes de vie pouvaient avoir des conséquences sur le sommeil. Par exemple, manger assez gras, assez sucré, enfin, je sais pas. Précisez vos habitudes de vie, mademoiselle. J'en ai pas forcément, mais... Vous n'avez pas d'habitude de vie? Si, comme tout le monde, mais je me pose la question. Je suis étudiante infirmière et on nous pose souvent la question pour faire les diagnostics infirmiers sur des problèmes du sommeil par rapport à des patients et on nous demande leurs habitudes de vie, donc des rituels, voilà. Alors, on a répondu tout à l'heure un petit peu avec l'histoire d'excitants, de café, de tout ça. Et effectivement, pour rebondir sur une partie de votre question, le repas du soir, le dîner, son influence sur la qualité du sommeil? Il faut éviter de manger trop gras le soir, plutôt préférer des sucres lents. Et puis donc de des manger pâtes, du riz, des choses comme ça, manger plutôt léger. Voilà. Mais pourquoi ça agit comment? Ah, il n'est pas gastro là. Je l'ai coincé. Probablement que les graisses sont plus difficiles à digérer et entraînent une activité métabolique plus importante au niveau digestif et une élévation de la température corporelle plus prolongée. C'est la température corporelle qui fait que... Plus on mange gras, plus on a la température qui monte. On augmente le métabolisme. Et donc on augmente la température. Les calories. D'accord. Donc ça, parmi les habitudes, de vie, c'est un élément important. Ensuite, le rythme des repas est très important dans la synchronisation de notre rythme endogène et puis notre horloge biologique. Hein. C'est un synchroniseur très important. Donc il faut manger à heure régulière. Ouais, on parle d'horloge biologique, alors, et parmi les habitudes aussi, on a presque tous une heure précise où le train passe. Il y en a, c'est à 21h, d'autres à 22, 23, etc. Moi, je me souviens quand j'étais ado, je sais qu'à 23h, si je me couche, je m'endors immédiatement. Si je laisse passer 23h, je peux tenir jusqu'à 2h du mat. Sinon, c'est pas possible. Cette heure est importante pour les gens qui ont des troubles du sommeil. Il faut essayer de la connaître pour justement optimiser le moment où on va se coucher pour éviter d'être insomniaque. Est-ce que ça peut jouer juste là-dessus ? Ça peut jouer juste là-dessus. Je dirais que c'est aussi le fait de faire un rituel du sommeil, toujours à la même heure, va entraîner votre habitude de s'endormir à une heure bien précise. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Hein. C'est-à-dire que si vous faites toujours pareil à 21h30 et qu'à 22h vous éteignez pour vous endormir, eh bien, sans vous en rendre compte, vous allez vous rendre compte, vous allez vous apercevoir qu'à 22h, on a tous expérimenté le jour où on n'a pas mis son réveil et qu'on se réveille exactement à la même heure. Voilà. Alors je dirais qu'il y avait autrefois un mécanisme qui me paraît important, c'était la veillée au coin du feu. Donc on était dans la pénombre et on avait donc l'absence de lumière, l'absence de stimuli, et donc
on arrivait à s'endormir, me semble-t-il, plus facilement. Donc vous recommandez la veillée? Ah bah, si je vous en parle, c'est que je l'ai expérimenté une fois. Comme ça, on a parlé pendant 2-3 heures avec des amis. J'ai pris la voiture, je suis rentré, j'ai dormi comme un loir. Mais comme un loir. Et la conversation était intéressante, je veux dire. Ah bah oui, c'était du sujet calme. Des sujets calmes. Oui, mais je crois que c'est quelque chose une habitude qui a été perdue, puisque la société a changé. Mais ce mécanisme-là est à intégrer. D'accord. D'être dans la pénombre le soir avant de se coucher. C'est beaucoup parlé de 2-3 heures. Hein. Si la température est à 16 degrés, en plus. Ah non, là, oui. Franchement. J'ai dit la chambre, c'est pas la pièce. Ah oui, la chambre. Ah bah oui, parce que 16 degrés avec une cheminée, c'est y a un anachronisme. Alors, mais quand vous êtes devant la cheminée, la température monte. C'est qu'il n'y a pas de chauffage. Ouais, mais. Chauffage. Bon, enfin bon. La 2. Ça va être probablement au bout. Vous faites passer le micro directement là-bas, de toute façon. Je crois que les hôtesses, ce serait bien si vous étiez au milieu. C'est qui le micro? Bonsoir. Alors moi j'ai une question, c'est par rapport à mon compagnon. Il est là? Non, bah non. Vous vous appelez comment? Moi, Angélique. Angélique, comme c'est joli. Voilà. Et donc Et votre compagnon, il s'appelle comment? Rata, il s'appelle Rata. Nathaël? Rata. Rata, c'est un prénom. Oui, voilà. C'est cambodgien. C'est joli, non, c'est joli. Voilà. Et donc, en fait, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a vu tout à l'heure que lorsqu'on est en phase d'endormissement, normalement, notre cœur ralentit, voilà, pour se préparer au sommeil. Et lui, en fait, c'est l'inverse. Et il vous saute dessus? Non, pas du tout. Non, du tout. Par contre, lui, son cœur s'accélère. Du moins, moi, je sens les pulsations. Enfin, voilà, ça va vraiment vite. Attendez, excusez-moi. Au niveau du cou, hein, je précise. Non, bien sûr. Mais, quand vous vous couchez avec Rata, oui. Vous, tous les soirs, vous lui mettez la main là pour... Non, mais je sens une forte pulsation. Enfin, le cœur, je sens aussi qu'il s'accélère. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a des spasmes nocturnes. Enfin, il a des... Vous auriez dû venir avec lui, hein, franchement, parce que... Non, mais... Et donc, je voulais savoir si ça avait une influence après sur la qualité du sommeil, si ça engageait en fait un sommeil. Les spasmes que vous décrivez, c'est à l'endormissement. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle les secousses hypniques d'endormissement. Ah, moi, j'ai ça aussi. C'est physiologique. J'ai pas les palpitations, mais j'ai pareil. Alors, par contre, les palpitations... Vous seriez avec moi, vous auriez pu... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des ronflements ou pas? Non, pas spécialement, non. Mais est-ce que c'est dû au stress, le fait... Ça leur a arrangé qu'il ait des ronflements en plus de rien. Ben non. Sauf quand il boit un peu trop, mais... Voilà. De toute façon, l'alcool augmente l'intensité des ronflements. L'alcool et la prise de poids. Non, mais là, elle ne parle pas de ça, elle parle des palpitations, du fait que... Alors, pour les palpitations, je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est dû au stress ou à une angoisse où on dit que le corps, une fois qu'il commence à s'endormir... Le lâcher-prise. Ça va, entre vous, ça va, je veux dire, il n'y a pas de... Il n'a aucune raison d'être stressé. Cela dit, moi, franchement, je vous le dis, si je dormais avec vous et que tous les soirs, vous me regardez les carotides pour voir si je ne suis pas en train de spasmer, je serais comme ça. Hein. Moi, je serais stressé. Mais il faut peut-être détendez-vous, vous, et il dormira mieux, non? Enfin, je dis ça, je sais pas. On va peut-être mettre une caméra dans la chambre et puis vous nous montriez. Bon, donc, il n'y a pas à s'inquiéter, non, parce qu'en fait, vous êtes inquiète. Oui, c'est enfin le fait de voir le cœur s'accélérer alors que normalement c'est l'inverse. Ouais. Et puis d'avoir spasmes. Des spasmes comme ça, c'est... Ça dure pas longtemps. Et, pardon, une question toute simple. Il s'en plaint, lui, ou... Non. Non, il n'en a rien à foutre, alors.
Vous inquiétez pas. Bah, moi, ça me Si même lui, il s'en fout. Bah, c'est moi Franchement. qui ça gêne, en tout cas. Ouais. Bon, bah écoutez, là, comme vous le racontez, c'est plutôt sympa. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas. Non, d'accord. La une. Bonsoir. Bonsoir. Comment aider les jeunes enfants qui ont des difficultés d'endormissement le soir? Et quand c'est récurrent et non traité, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'âge adulte? Est-ce que ça peut entraîner justement des troubles de sommeil plus tard? Alors, bon, ils ne sont pas pédiatres, mais justement, les problèmes d'insomnie chez l'enfant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça fait le lit des enfants qui risquent de faire plus tard des apnées du sommeil. Et on en parlait tout à l'heure, il faut prendre ça pas à la légère et très tôt. Alors, je dirais la première chose pour les troubles d'endormissement chez l'enfant, alors ça va vous paraître très simple et en même temps très compliqué, c'est que dans l'immense majorité des cas, le problème peut être résolu très rapidement si tant est qu'on rassure l'enfant, on a un rituel du sommeil, on le rassure, on le laisse pleurer, et puis le laisser dormir dans une pièce qui est fraîche, qui a une petite lumière, éventuellement s'il est petit, mais ce sont des règles très très simples, et finalement l'immense majorité des troubles d'endormissement chez les petits sont des choses qui sont autant dues aux parents qu'à l'anxiété des enfants. Donc en quelque sorte, avoir des règles d'hygiène de sommeil qui soient très simples permet dans l'immense majorité des cas de résoudre le problème. Ensuite, moi, ce qui me tient à cœur, c'est aussi de parler des troubles respiratoires de l'enfant, c'est-à-dire des enfants qui ont un sommeil soit qui n'est pas récupérateur, l'enfant qui a des troubles de l'élocution, l'enfant qui est une hypersudation la nuit, l'enfant qui peut être hyperactif ou qui est en surpoids. Eh bien, il faut savoir dépister les troubles respiratoires du sommeil chez ces enfants. Et finalement, c'est assez simple, c'est un enfant qui respire par la bouche. L'enfant doit respirer pendant la nuit par le nez. À partir du moment où il respire par la bouche, il y a quelque chose qui est anormal et ça traduit déjà un trouble respiratoire pendant le sommeil. Alors, le fait de respirer par la bouche va entraîner un déficit de croissance au niveau de la mandibule, et sont souvent des enfants qui ont une petite mandibule, donc qui ont des dents qui se chevauchent, qui ont un palais qui est, quand vous regardez leur palais, il est très très ogival, et puis ce sont des enfants qui ont quelquefois qui ont une tête projetée en avant, et il y a une continuité entre le trouble respiratoire qui va devenir un trouble d'apnée du sommeil chez l'enfant. Il faut savoir qu'il faut très peu d'apnée du sommeil chez un enfant pour que ça soit déjà pathologique. Hein. On dit que chez le petit enfant, une apnée par heure, c'est déjà largement anormal. Donc moi, ce que je voulais faire passer comme message, parce que c'est quelque chose de clinique, c'est simplement pour les parents, les instituteurs, les professeurs des écoles, c'est de penser aux troubles respiratoires chez un enfant. Soit, il y a deux types, hein. C'est soit l'enfant qui est un peu somnolent, qui est en surpoids, soit l'enfant qui est hyperactif. Et dans ces deux cas-là, il faut savoir interroger sur la qualité de sommeil. Oui, bonsoir. Je souhaitais vous demander si l'utilisation d'une veilleuse à long terme chez l'enfant peut troubler son sommeil. Est-ce qu'il est moins réparateur, vu que c'est un stimuli? Non. À mon sens, non. À partir du moment où, à un certain âge, on lui apprend à dormir dans le noir et loin du bruit. Hein, même si la plupart des enfants ont un caractère, trouvent rassurant d'entendre du bruit à distance, de voir une lumière, et surtout ça, très tôt, il faut leur apprendre à dormir dans une pièce qui est dans la pénombre. Ça peut être une veilleuse, c'est rassurant, mais surtout dans le calme, hein, loin d'une source de bruit. Hein. Les enfants aussi, il faut les mettre à 16 degrés? Pardon? Il faut les mettre à 16 degrés aussi, les enfants? Non, c'est pas... pour moi, 19, c'est... Non, vous conseillez les enfants à 16 degrés aussi ou pas? Non, pour les enfants, mais pour l'adulte... Non, les enfants, non. Les enfants, il faut plus. Oui.
Non, je peux vous dénoncer à la DAS très très rapidement. Non, pour les enfants, moi je ne donne pas ces conseils-là, je donne pour l'adulte. D'accord. Je vais essayer ce soir. La 3. Bonsoir. Je suis un patient du docteur Desjobert. Donc, je suis suivi depuis 1 an et demi pour des troubles de vigilance, des troubles de concentration, des troubles visuels. Il y a une démarche qui a été faite au niveau neuro-ophtalmo-psychique qui n'ont strictement rien donné. Une démarche au niveau de l'oreille interne à cause des défauts d'équilibre qui n'a rien donné. On est parti en août 2012 en disant on va faire des tests de sommeil juste pour voir déjà si le service m'acceptait, puisque j'étais refusé dans tous les services, sachant que je ne présenterais aucun trouble de sommeil. Je suis donc rentré avec le docteur Desjobert, avec un premier examen qui a été un peu catastrophique, un deuxième qui a été également catastrophique, jusqu'au 6e catastrophique, puisque le docteur Desjobert m'a dit que mes résultats étaient totalement délirants. J'ai passé 5 mois avec un appareil respiratoire qui n'a strictement rien fait, qui n'a rien changé dans ma situation. Et donc, les bilans catastrophiques de mes sommeils seraient que dans une nuit de 7 heures, je passe 94% du temps éveillé. Ah non. Non, voilà, je serais 84, donc j'aurais jusqu'à 50 micro-réveils par heure. C'est l'efficace. Ah oui, mais là, on ne peut pas discuter un examen. Donc, moi la question aujourd'hui, c'est qu'on a fait des essais respiratoires, ça n'a strictement rien donné. Est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire? C'est-à-dire que... On est dans la consultation. Oui, non. Ouais, là, on est un peu dans la consultation. Simplement pour dire, globalement, pour les individus, il y a des troubles et il y a plusieurs pistes à prendre. Alors, quelquefois, on en prend une et on pense que c'est cette piste-là qu'il faut prendre. Quand j'ai fait la formation, mon maître disait il ne faut pas hésiter à revoir les problèmes 1 an ou 2 ans après parce qu'on peut s'être trompé. Ça, c'est fréquent. Et la difficulté du sommeil, c'est de dire il y a quelquefois plusieurs facteurs. Il m'est arrivé d'avoir des patients partaient avec 2 diagnostics. On n'a pas qu'une pathologie du sommeil. Alors, il y a tout un exercice de démembrement, il faut vraiment réfléchir et on peut se tromper. Et puis, de toute façon, en médecine, au bout de quelques années d'errance diagnostique, il n'est pas mauvais de repartir à zéro, mais dans tous les domaines, pas forcément dans les troubles du sommeil. Ou de passer la main à un autre confrère qui aura une vision un peu plus neutre sur le cas. La 4. Bonsoir messieurs, bonsoir Michel. Bonsoir madame. Donc je pense que depuis que je suis petite, j'ai le sommeil très léger. J'ai eu des enfants, je pense que ça n'a pas du tout amélioré. Ce qui fait que j'entends le moindre bruit, du coup je suis réveillée, et je suis réveillée pendant 1 ou 2 heures et j'attends que ça se passe. Alors je prends le phytose, du pipi de chat, et du coup je ne veux pas prendre... Vous le prenez comment le pipi de chat parce que Donc moi je trouve que c'est problématique. Le sommeil léger, ouais. Oui, j'aimerais bien avoir un sommeil plus profond, mais je ne sais pas comment faire. Alors, est-ce que ça existe déjà? Enfin, ça existe, oui, puisque vous nous en parlez. Mais il y a des gens qui ont le sommeil effectivement très léger, d'autres qui peuvent dormir et puis il peut se passer un camion dans la chambre, ils ne se réveillent pas. Entre 2 cycles de sommeil, souvent, on peut avoir un micro-éveil qui peut être quelquefois un éveil conscient. Ça, c'est interindividuel, ça varie selon les personnes, et puis ça varie surtout avec l'âge. Est-ce que ça veut dire que madame a un sommeil léger à certaines phases de son cycle, ou de son cycle de sommeil, j'entends madame Ça peut être le cas aussi. Le sommeil peut être variable en fonction du cycle aussi. Non, mais féminin, du cycle menstruel. Voilà. Oui, mais non, c'est un autre. Je ne la connais pas, la dame, en plus. Elle n'est pas venue là pour ça. Vos cycles sont réguliers, madame? Alors, répondez pas. Est-ce que le sommeil léger, c'est parce que
un même bruit vous réveille parce que vous êtes justement dans une phase du sommeil où vous êtes plus sensible, ou est-ce que finalement ça peut être à n'importe quel moment qu'on a le sommeil léger, qu'on est réveillable, entre guillemets? Non, enfin, je vais sais pas si ma question était très claire. C'est très clair. J'ai même pas compris ce que j'ai demandé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, des personnes qui sont soit très anxieuses, par exemple, quelque chose qui est très fréquent, ont un sommeil qui est en moyenne beaucoup plus léger qu'une personne qui ne l'est pas du tout. Et donc, en phase de sommeil léger, les éveils sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus faciles. Ça, c'est certain. Donc, il n'est pas rare qu'après des accouchements, après des périodes de vie, après des enfants en bas âge qui réveillent très fréquemment, eh bien, il y ait des mauvaises habitudes parce que la maman se réveille pour aller voir son enfant, et puis petit à petit, alors que l'enfant ne se réveille plus, eh bien, la maman continue de se réveiller aux mêmes horaires. Et c'est comme ça que se génère une insomnie, en prenant d'un événement de vie qui peut être un événement de vie douloureux, quelque chose comme ça. Finalement, cet événement de vie disparaît et puis le trouble du sommeil perdure. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent. Donc, la façon de traiter ce genre de trouble est surtout pas, à mon sens, le médicament, mais plutôt j'en parlais, les thérapies cognitivo-comportementales, la relaxation. Simplement, la majeure partie des personnes qui souffrent de ces troubles-là sont beaucoup dans le contrôle de soi. Or, l'endormissement, c'est le lâcher-prise. Donc, il y a quelque chose d'un peu antinomique. Paradoxal. Combien d'entre vous prennent des somnifères? Levez la main, s'il vous plaît. Allez-y, on s'en fout, on va pas vous dénoncer. C'est tout. Attendez, je vais reposer la question. Non, parce que, excusez-moi, j'ai posé la question dans d'autres villes, il y a les 2 tiers de la salle qui levaient la main. Alors, ou à Laval et à Changé, on dort particulièrement bien. À Changé, j'ai dit quoi? J'ai dit Laval ou Changé. Non, Laval, on n'en parle pas. D'accord. Alors, où a changé, mais ils ne sont pas tous de changer. La Mayenne, voilà, en Mayenne. Disons qu'en Mayenne, on dort particulièrement bien. Je repose ma question. Combien d'entre vous prend des somnifères? Et vous êtes au chômage ou quoi? Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est exceptionnel. Ça ne correspond pas à la moyenne française. Ouais. C'est exceptionnel. C'est rare. Là, on est dans le département où vit le plus vieux. Eh bien, je vais venir m'installer ici. Non, mais c'est bien, parce que je suis sidéré, parce que d'habitude, je vous dis, les 2 tiers de la salle lèvent la main. Donc, attendez, j'ai un truc qui me fait marrer. Combien il y en a d'entre vous qui ont des troubles du sommeil? Et ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prescrire des somnifères en Mayenne ou quoi? Parce que comment les gens se soignent des troubles du sommeil en Mayenne sans prendre du tout de somnifères pratiquement? Alors, moi je trouve, c'est toujours une contradiction qui me surprend, c'est qu'une immense majorité de la population se plaint de troubles du sommeil, et en même temps, le sommeil, c'est la dernière chose qu'on fait après avoir fini tout le reste. Donc, c'est une contradiction qui est difficile à comprendre. Hein. Les troubles du sommeil, en fait, quand on interroge les gens, la plupart s'en accommodent et sont dus souvent à de mauvaises habitudes de sommeil. Il y a une fatalité du trouble du sommeil. On se dit que je suis comme ça et puis de toute façon... On est comme, par exemple, on trouve ça très agaçant de se réveiller à 3h du matin et puis de lire. Mais en même temps, on y trouve un certain confort parce que lire la nuit, personne ne vient nous embêter. Et donc, quand on explique qu'il va falloir arrêter cette habitude, eh bien, ça a quelque chose de vraiment difficile. Il faut renoncer à une activité qui pouvait être plaisante. Alors, pour traiter les troubles du sommeil, vous avez les centres du sommeil. On en a 2 exemples ici. Juste parce qu'on va être obligé de finir, ils vont éteindre la lumière. Puis surtout, il faut que je rentre à Paris, j'ai une émission demain. Combien de temps pour avoir un rendez-vous dans un centre du sommeil?
Parce que là, je pense qu'il y en a pas mal qui ont essayé. Vous posez la question sensible. Oui, je sais, mais je finis toujours avec ça. On peut avoir un enregistrement du sommeil sous 6 semaines. Chez vous? Oui. Maintenant, nous, on fait des enregistrements du sommeil de façon directe, sans les voir en consultation, quand ils sont adressés par un confrère. Par contre, si les personnes sont adressées par leur médecin traitant, par exemple, on les voit d'abord en consultation, et c'est vrai que là, le délai il est de 2 mois environ. Et au centre hospitalier de Laval, ça c'est à Rennes, et au centre hospitalier de Laval? La situation est plus longue, puisque... faut passer par la mairie. C'est ça? Bon, un grand merci. Un grand merci à nos 2 spécialistes. Je vous demande de les applaudir parce que... Et merci à vous. Et je voudrais de nouveau remercier d'une part la Mutuelle Générale et Alain Flelou qui nous suit, France Bleu Mayenne et Ouest France, nos partenaires médias. Je voudrais aussi vous dire que sur le clubsantédébat.com et sur le site de la mutuellegénérale.fr, vous pourrez revoir cette soirée. Et sur le site allodocteur.fr, c'est le site, notre site avec Marina. On traite toute l'actualité sous forme de vidéos et on a tiré les vidéos et les infographies que vous avez vues ce soir. Merci beaucoup à la ville de Changé de nous avoir reçus et merci à vous. Passez une très bonne fin de soirée. Merci.